Je vais évoquer la mythologie indo-européenne du loup, cet animal emblématique de nos traditions. Alors d'abord un peu d'étymologie. Le nom indo-européen du loup est Ulquos, qui est un féminin Ulquis, la louve. C'est assez rare dans le vocabulaire indo-européen originel qu'un animal ait à la fois le genre masculin et le genre féminin. Et c'est le cas du loup. Ulquos, on comprend bien pourquoi, c'est le cri du loup qui est imité ainsi. Ça donnait le grec lukos, le latin lupus, l'anglais wolf, l'allemand wolf, le russe volk, entre autres choses. Il existe également dans la tradition indo-iranienne, c'est Varka en iranien, Vrika en sanskrit, mais son rôle est très peu évoqué, donc on va vraiment se concentrer sur le cas européen. C'est un animal qui est tabou chez les Celtes, puisque son nom originel était sans doute Volkos, et qu'en fait, il a été remplacé par Bledos, qui veut dire le gris, ce qu'a donné par exemple le breton Blaze. Ce loup est donc un animal à une grande richesse donc, symbolique indo-européenne, notamment c'est un animal symbolique des fondations. La louve de Romulus et Rémus, associée à la fondation de Rome, ou le loup de fer, associé à la fondation de la ville de Vilnius, en Lituanie. L'image du loup est contradictoire, car le loup est à la fois un animal présenté comme un guerrier positif, défenseur des siens, et aussi comme un animal destructeur, en tout cas, surtout dans la mythologie germano-scandinave. Prenons les exemples cas par cas du loup. Chez les Grecs, le loup est un animal associé au dieu Apollon, la version Apollon Lysios, c'est-à-dire Apollon Lupin. Pourquoi? Parce que c'est un animal qui voit la nuit et donc qui est un peu comme le soleil qui voit tout. Il y a également un Zeus Lycaios, donc Zeus Lupin, honoré dans la région, ça donne le mot de lycée, le mot lycée ça vient du loup, et donc ce Zeus Lycaios c'était un Zeus honoré par des cultes relativement barbares, puisqu'on lui sacrifiait des animaux sauvages, ce qui est le seul cas dans l'ensemble de l'Europe. Donc le loup avait une symbolique relativement positive chez les Grecs, à la différence du chien qui était moins bien vu, mais d'une manière générale, l'animal est assez peu développé dans les mythes de la Grèce classique. Chez les Romains, le loup est associé au dieu de la guerre, Mars, et non pas à Apollon. C'est en relation avec le rôle de Mars en tant que dieu guerrier et la connaissance des anciens qui assimilaient les meutes de loups à des hordes de guerriers. Les Männerbund, on dirait en allemand, faisceau d'hommes. Donc la meute a symbolisé l'esprit guerrier. Le char du dieu Mars est tiré, dans certaines traditions, par deux énormes loups. C'est donc un animal extrêmement valorisé par les Romains et par les peuples italiques en général, pas seulement les Romains. Par exemple, le peuple des Hirpins, là aussi c'est une variante du nom du dieu loup, si on peut dire, du dieu guerrier. Et c'est pas les seuls. Alors, dans le monde celte, donc comme j'ai dit, le nom est tabou, on le remplace par d'autres termes. C'est un animal qui, dans la tradition celtique, est associé au dieu de la lumière et du ciel, Lug ou Lugus. Donc c'est un animal plutôt valorisé. Il est également accompagné du corbeau. Mais le loup n'est pas l'animal le plus honoré par les Celtes. C'est généralement l'ours, qui a relativement une dimension assez sacrée, et le sanglier. Le loup, dans ce contexte-là, est plutôt un animal ambigu, donc on ne le met pas tellement en avant, malgré tout, même s'il est associé au dieu loup. Alors, chez les Slaves, le loup est un animal extrêmement respecté, là encore, les prêtres volves, donc, ce qui veut dire les mages, ont un nom qui est plus ou moins lié, sans doute, au nom du loup, en tout cas, qui sont associés au loup. L'image classique d'un mythologie slave, c'est un wolf, donc un druide, avec un loup domestique. C'est quelque chose d'assez classique. Le loup est donc extrêmement estimé chez les peuples slaves. C'est aussi le cas des peuples baltes, je l'ai dit. Le vilkas, le loup, donc en lituanien, est un animal très valorisé, en particulier donc le loup de fer, le Gelesinis vilkas, qui est un loup guide, est un loup très positif. Le loup a également un rôle important dans la mythologie albanaise. On le dit le Ulk ou Ulk.
Il a un rôle dans la mythologie arménienne, c'est un animal honoré comme symbole des guerriers. La louve étant plutôt un animal maternel, un animal protecteur qui est prêt à se sacrifier pour la survie de ses louveteaux. Donc c'est quelque chose, là encore, de très valorisant. Ce n'est pas propre aux seuls Indo-Européens. On sait par exemple que la louve grise Hassana a un rôle très important pour le peuple turc, que le loup est également un animal extrêmement valorisé chez les peuples magyars, par exemple, il appelé Farkas, qui est probablement une déformation d'un mot iranien, même si l'étymologie populaire implique un animal qui a une queue grise. Et puis Souci, qui est donc le nom du loup en finnois. Donc il est vraiment très important. Dans le monde indo-européen, qui est le cœur de cette discussion, il y a une problématique germano-scandinave spécifique, puisque, comme je l'ai dit, le loup est extrêmement valorisé par les Romains, il a une bonne image en général chez tous les Indo-Européens, mais chez les germano-scandinaves, ça a l'air compliqué, car il y a plusieurs types de loups. Il y a effectivement des loups positifs, comme Freki et Geki, qui sont les loups qui accompagnent le dieu Odin, de la même façon qu'il y a deux corbeaux, Hugin et Munin. Ce sont des loups positifs, des loups guerriers, classiques, protecteurs. Donc il y a une image positive du loup. Mais on oublie d'autres loups, moins valorisants. Le loup Fenrir, par exemple, donc loup monstrueux, destructeur, qui va être immobilisé par le sacrifice du bras par Tyr, le dieu guerrier, qui était à l'origine le dieu du ciel. Tyr négocie avec le loup, et en sacrifiant son bras, il permet de l'attacher et donc de le maîtriser, du moins jusqu'à la fin des temps. Il y a d'autres loups, comme Ati et son frère, qui poursuivent le dieu de la lune et la déesse du soleil. Le soleil, dans les langues scandinaves, est un féminin. Par exemple, en allemand, die Sonne, pour dire la soleil, alors que le nom du soleil, en latin ou en grec, est masculin. Et de la même façon, le lune, der Mond. Tout ça, évidemment, en anglais ne se voit pas, puisque c'est sun et moon, et que les Anglais ont perdu les genres. Mais au départ, effectivement, c'est un mot féminin, alors que par exemple, c'est un mot neutre chez les Slaves, sonce en russe, c'est un mot neutre, même s'il y a d'autres noms pour le désigner aussi. Donc le loup est un animal lié soit au dieu de la guerre, et donc de l'orage, soit au dieu du soleil, exemple Apollon. C'est un animal très bien perçu parce que sa dimension guerrière est importante. Alors d'autres exemples du loup, il y a le fait que le dieu des morts, Hadès, porte une peau de loup qui rend invisible. Donc là aussi, c'est une forte symbolique. Le loup rend invisible parce qu'effectivement, c'est le pouvoir un petit peu du chaman qui utilise cette dimension du loup. Il y a bien sûr, y compris dans la tradition indo-européenne, un côté chamanique, la possibilité pour le prêtre païen, le flagmen en indo-européen, d'accéder au monde des dieux par le biais d'une forme d'extase et une forme donc de transe chamanique. Et le loup est un animal assez souvent associé à cela. Donc dans la mythologie germano-scandinave, il y a les loups destructeurs, Fenrir notamment, il y a le chien destructeur, le chien des enfers, Garm, comme Cerbère, même racine. Et donc le loup a une dimension plus inquiétante. Il faut dire que le loup, dans un environnement très froid, a plus de difficultés à se procurer de la nourriture. Et donc les attaques contre l'homme, qui sont relativement inhabituelles de la part du loup, ont pu être plus importantes dans le monde germanique et surtout, je dirais, dans le monde scandinave, puisque cette image contrastée du loup est plus nette dans le monde scandinave, alors que finalement, y compris chez les Basques, le loup est un animal extrêmement fort symboliquement, un animal associé à la guerre, mais aussi à la fécondité, au soleil, à la lumière. D'ailleurs, le mot loup et le mot lumière sont assez proches quand on y réfléchit bien, même si, comme je dis, c'est Wulkos et c'est Lux. Eh bien, il y a eu des déformations du nom du loup qui ont amené à ce parallèle, qui n'est pas fondé, effectivement, ou alors d'une base étymologique plus ancienne. Ce qui est sûr, c'est que le loup est un animal positif associé à la lumière, ce n'est pas un animal négatif. Tout comme le lynx, par exemple, le nom, là, effectivement, a réellement rapproché de la lumière. Des animaux lumineux, des animaux positifs. Alors, ce n'est pas le cas, par exemple, de la tradition sémitique. Le loup, légèrement, c'est Zef ou Zeb, Daib en arabe, et c'est un animal qui est donc beaucoup moins bien vu. Alors, pourquoi ? Parce qu'on l'associe un peu au chacal comme un animal prédateur qui mange des cadavres, donc il a une image extrêmement négative dans le monde sémitique, ce qui n'est pas le cas dans le monde européen. Paradoxalement, dans l'État d'Israël d'aujourd'hui, le loup a une image plus positive, la preuve en est la popularité du prénom Zef, donc loup, à commencer par Zef Jabotinsky, ce qui est une rupture.
Dans l'islam, le loup est un animal impur, extrêmement négatif. Sa symbolique est extrêmement négative, et c'est un fait. Voilà. En Inde et en Iran, le loup a une image très faible. C'est un animal qu'on ne rencontre pas beaucoup. Dans le cas iranien, notamment, l'image du loup est assez négative parce que le loup, finalement, est associé à celui qui est expulsé de la cité, l'exilé, le banni. Le banni est qualifié de loup. Loup pour les autres. Donc, c'est assez dévalorisant de ce point de vue-là. Après, j'avoue que je connais assez peu de textes iraniens ou indiens sur le loup. Enfin, il existe, mais il est rarement évoqué. Alors, le loup indien, qui existe encore, qui est peu nombreux, comme les loups partout, a un museau différent et a l'air plus placide et moins, féroce, mais il existe. C'est le fameux loup, notamment, évoqué dans Mowgli, puisque l'enfant a été éduqué par des loups, on le voit dans leur film Disney d'ailleurs. Donc le loup indien est un petit peu différent du loup classique européen, et il a l'air moins agressif, moins dangereux, que par exemple le loup des steppes, ou sans parler du loup des pays extrêmement froids, qui est quand même assez costaud. Voilà. Donc bien que le loup n'attaque l'homme que vraiment dans les dernières extrémités, cela a pu arriver et laisser quelques traces négatives, en tout cas dans le monde scandinave. Mais d'une manière générale, le loup a une image extrêmement positive dans notre civilisation. Il représente le monde sauvage, il représente la beauté de la nature. Les louveteaux sont quand même des animaux qui ont été extrêmement gentils, extrêmement sympathiques. C'est souvent le cas d'ailleurs des jeunes mammifères, peut-être pour les préserver des prédateurs. En tout cas, ce qui est sûr, dans le contexte de notre situation, c'est que l'animal qui est le loup, a un rôle dans notre survie. La renaissance du loup en France et en Europe est peut-être un signe positif qui annonce notre réveil identitaire.